va-t-elle lancer ses lunettes de réalité augmentée à l'heure où se tient le Laval Virtual, le festival de la réalité virtuelle et la réalité augmentée? La fine équipe d'ORLM fait un point sur les usages en la matière. La techno est-elle mûre pour permettre à Apple de se lancer? Débat. Le Mac. Bonjour à tous, regardez Refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Refait le Mac sur notre site www.onrefaitlemacom. Non seulement vous retrouvez nos 326 émissions, mais désormais des news sur l'activité d'Apple et de la tech en général. Je vous rappelle également qu'On refait le Mac est également disponible en version podcast audio sur iTunes, bien sûr sur podcast sur iOS, mais également sur Spotify, Deezer et même TuneIn, avec comme chroniqueur cette semaine en duplex depuis Laval où se tient en ce moment le Laval Virtual, le festival de la réalité virtuelle et la réalité augmentée et ses domaines connexes, son organisateur Laurent Chrétien. Bonjour Laurent. Bonjour à vous. Merci de nous recevoir. Le festival vient juste d'ouvrir. Ça va, c'est déjà un succès ? C'est déjà un succès, plus de 300 exposants et de la queue sur tous les stands, donc c'est plutôt bien. Voilà, c'est un festival qui va se tenir jusqu'au 24 mars, donc l'émission est diffusée vendredi, donc vous avez encore toute la journée du samedi pour aller, et de vendredi soir pour aller visiter à Laval le Laval virtuel. On reviendra avec vous. Et dimanche. Et dimanche aussi, parfait. Alors, on va revenir un instant sur le festival en plus en détail avec vous, Laurent. Toujours en plateau à mes côtés, un spécialiste des applications de la réalité virtuelle et de réalité augmentée, Christophe Degrève du studio Underside. J'ai bien prononcé, Christophe? Tu as parfaitement prononcé. Bonjour Christophe, ça va bien? Salut Olivier, ça va très bien et toi? Bon. Oui, ça va bien. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton studio de développement Oui, bien sûr, mais en fait, j'ai été surpris en fait, ce matin en recevant un message en disant que l'un de mes fils disait à l'école que ce que je faisais, c'était travailler dans le futur et inventer des robots. Donc Underside, c'est un studio de développement spécialisé dans la réalité augmentée, la réalité virtuelle, mais pas seulement. Exact. Donc Underside, c'est vraiment une entreprise du numérique, de la transformation numérique pour le B2B, en B2B. Essentiellement. Oui, essentiellement en B2B. Et on accompagne vraiment les entreprises depuis la création, le support d'idées avec une méthodologie qui s'appelle le design thinking. Et puis on réalise des applications en réalité augmentée, réalité virtuelle et aussi avec de l'intelligence artificielle. Et je me souviens, il y a quelques années, tu t'es fait connaître parce que tu étais l'un des premiers à réagir à la sortie de l'Apple Watch lorsqu'elle a été présentée, alors qu'elle n'était pas dispo tout de suite. Non. Et tu avais fait une application en réalité augmentée pour pouvoir l'essayer à son poignet, c'est ça? Tout à fait. On s'était dit à ce moment-là, la réalité augmentée n'était pas encore aussi utilisée et aussi courue qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Ouais. Et donc on s'est dit, il faut absolument faire une application pour valider si les gens vont l'utiliser ou pas. Alors on va beaucoup parler de réalité virtuelle et de réalité augmentée aujourd'hui. Bien sûr, il nous a apporté les principaux casques du marché. Qu'est-ce qu'il y a en quelques mots devant toi? Alors tu as de l'Oculus Rift, tu as de l'Oculus Go, tu as du Mira Prism, que peu de gens connaissent peut-être, et tu as les Microsoft HoloLens en version numéro 1. Voilà, à la fois de la réalité virtuelle, à la fois de la réalité augmentée, c'est pas la même chose. Et le prix, vous verrez tout à l'heure peut-être en fin d'émission lorsqu'on parlera d'Apple, c'est peut-être ce que pourrait ressembler le futur masque d'Apple, mais n'allons pas trop vite. À tes côtés, autre chroniqueur à tes côtés, mais je ne le vois pas, il est là, oui, autre chroniqueur en plateau dit, oui, à côté de moi, mais je ne voyais pas dans le prompteur, le fondateur et rédacteur en chef de Mac Forever, Didier Policani. Tu as quitté tes alpages. Mais ça fait plaisir d'être là, tu vois, je viens de plus en plus souvent maintenant. Je suis bien là. Alors la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on avait déjà fait une émission sur ce sujet il y a 4 ans. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on peut les installer, les faire fonctionner sur Mac, ces produits-là. Oui, après, il faut encore avoir des usages derrière. Je pense qu'on en parlera dans l'émission. La précédente émission, il n'y avait pas d'application possible, la possibilité de le brancher sur Mac, mais on y reviendra peut-être avec Christophe tout à l'heure. Et enfin, un dernier chroniqueur, une première pour cette émission, du moins en plateau, un contributeur chroniqueur qui a participé à notre campagne de financement participatif. Antoine Blanche-Maison. Bonjour Antoine et merci d'avoir participé à notre campagne. Bonjour Olivier, c'est un plaisir. Ça va faire presque 10 ans que je vous suis. Ouais. Et donc pouvoir vous rencontrer en vrai et même participer à l'émission, ça fait bizarre en tout cas. Alors tu travailles sur le web, c'est ça? Tu es formateur? Oui, j'aide les créateurs de contenu à vivre de leur passion sur Internet, même avec une petite audience. Bon, et tu réalises quand même des podcasts? Oui, j'ai tout fait. Je fais des podcasts, des vidéos, des articles de blog. Je suis passionné par la création de contenu en général et donc c'est aussi pour ça que je m'intéresse à ce que vous faites et aux coulisses un peu de l'émission, quoi. Bon, il y a beaucoup à dire sur les coulisses, crois-moi. On va essayer de faire un best-of une fois. Et fan d'Apple depuis longtemps et Ouais. Moi j'ai 24 ans, j'ai eu mon premier iPod Touch peut-être à Noël, peut-être en 2010, quelque chose comme ça, 2009-2010.
Et depuis, voilà, je suis amoureux de cette marque. Pour moi, c'est mon outil de travail, c'est ce que j'utilise tous les jours pour travailler. Je travaille à 100% sur iPad aujourd'hui. Et donc, je suis assez reconnaissante et ça m'intéresse de savoir tout ce qui sort. Très bien. Et enfin, une grande fan de la VR et de la R, une historique de cette émission, Fanny Bouton de fannysparty.com. Bonjour Fanny, j'aurais dû commencer par toi en fait. Je suis vraiment pas galant. Hein. Non, mais dans l'égalité des sexes, il faut aussi accepter qu'on puisse passer dernière. Exactement. Voilà. Mais les derniers sont les premiers, tu sais bien. Et puis, dernier intervenant, c'est pas toi, c'est le community manager Virgile Perron. Bonjour Virgile. Salut Olivier, salut tout le monde. Allez, avant de parler de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, un point sur le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine, c'est la question que vous a posée Virgile sur les réseaux sociaux. Tu peux nous la résumer, Virgile, s'il te plaît ? Alors oui, effectivement. Donc cette semaine, on a pu voir que Apple venait de sortir 2 nouveaux iPads, donc iPad mini et iPad Air. Et donc on vous a demandé dans le sondage de la semaine ce que vous pensiez de la nouvelle gamme des iPads. Et visiblement, vous n'êtes pas très emballé puisque vous avez répondu à 41% que la gamme était trop large et trop compliquée. Ouais. 34% trop cher, l'iPad mini est trop cher. À 13% le Pencil pour tous. Ouais, et enfin, une Mage à 13% également. Et puis vous avez été 348 à voter. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, messieurs, vos réactions, peut-être avec Didier qui a suivi ça de plus près pour Mac Forever. Voilà, quel est ton sentiment, l'impression qu'Apple essaie de répondre aux besoins les plus larges possibles? Ça manque un peu de lisibilité quand même, cette gamme. J'ai trouvé ça tellement illisible que j'en ai fait une vidéo pour essayer de tenter d'expliquer la chose. Parce qu'effectivement, on a des gammes qui se ressemblent plus, on a des noms qui réapparaissent. Tu vois, l'iPad Air, ça avait disparu comme le MacBook Air, puis ça ressort. Et on a l'impression qu'il n'y a aucune stratégie derrière, si ce n'est d'arroser le marché avec plein de produits. Oui, c'est pas très dans l'ADN d'Apple. Hein. Non, mais c'est plutôt la lisibilité et la simplicité de la gamme. Hein. Alors moi, l'hypothèse que j'ai, c'est qu'effectivement aujourd'hui, ils saturent un petit peu le marché, que tout le monde utilise de l'iPad, qu'on en veut un petit peu à toutes les sauces en fonction de ses besoins, et que quelque part, c'est à toi de trouver le produit qui te va, effectivement. Mais c'est vrai que l'époque où Steve Jobs arrivait, il disait allez, on va faire plus qu'un produit, là il y en a trop. Le fameux cadran magique. Voilà, ça c'est terminé. On est vraiment. Il faut 18 cadrans aujourd'hui rien qu'avec les iPads. Allez Antoine, ça va être ton baptême du fou. Qu'est-ce que tu as pensé de cette annonce des iPads, toi qui utilises d'ailleurs en plateau un iPad et qui travaille au quotidien? Mon avis va être biaisé parce que j'adore l'iPad, c'est mon produit Apple préféré. Ouais. Je suis pas complètement d'accord avec vous. Je trouve qu'ils ont simplifié la gamme par rapport à avant où il y avait l'ancien iPad Pro, le nouvel iPad Pro. En plus. Ouais, c'est ça, c'était pas clair. C'était là, déjà compliqué, là c'est un peu moins. En ressuscitant l'iPad Air, moi je trouve qu'ils ont un nouveau cadran juste pour les iPads, avec l'iPad Pro pour les pros, pour les gens qui veulent le meilleur et qui sont prêts à mettre le prix. Ouais. L'iPad Air pour le grand public, c'est-à-dire que c'est quand même, il commence à $499 aux États-Unis, donc ça reste plutôt abordable pour un bon produit. France, ouais. L'iPad, donc, qui est sorti l'année dernière, pour les étudiants, pour les gens qui ont peut-être un premier iPad ou pour les gens qui ont un plus petit budget, qui commence à $329 aux États-Unis, et l'iPad mini pour les gens qui veulent un petit format. Donc on en a 4 finalement. Après, évidemment, à l'intérieur, on a plusieurs tailles et tout, mais on en a 4, et pour moi, c'est à peu près cohérent quand même. Ouais. Il y a le Pro, le grand public et l'entrée de gamme. Le fait que l'iPad mini soit plus cher qu'un iPad normal, ça te choque pas, par exemple? Il y a quand même des choses comme ça qui sont mais l'iPad mini est plus performant aussi que l'iPad normal. C'est juste, il est petit, quoi. C'est pour les gens qui veulent un petit c'était un peu l'entrée de gamme, on brouille un peu les pistes. Ouais, mais pourquoi l'entrée de gamme devrait être plus petit? L'entrée de gamme, il est juste moins puissant aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai qu'en termes de marketing, je ne sais pas si d'autres, au féminin ou au masculin, veulent réagir, mais c'est vrai qu'en termes de lisibilité, ce n'est pas si évident. Il faut se faire des nœuds au cerveau pour trouver le modèle que je ne sais pas, Christophe. Oui, non, c'est certain. Personnellement, j'ai toujours été un fan de ce que Steve Jobs avait mis en place. Ouais. Effectivement, comme tu le disais, le fait d'avoir un produit qui fait bien les choses et puis de ne pas forcément donner trop d'options, trop de souplesse en fait, lors de l'achat. Parce que finalement, à force d'avoir trop d'options, c'est comme quand tu te rends dans un grand magasin, que tu es en face d'un tas de produits et finalement tu sors sans rien parce que tu sais juste pas quoi acheter. Ouais, et c'est vrai que c'était historiquement la force d'Apple, de son ADN, c'était de simplifier les choix en disant voilà, c'est ça qu'il vous faut, vous ne prenez pas la tête, notamment par rapport à des gammes pléthoriques d'IBM ou de Sony où il y avait 50 références. Et moi, ça me fait penser, c'est toi qui as tweeté là-dessus il y
il y a quelques jours, un peu à l'Apple des années 90, où il y avait des gammes à n'en plus finir, et c'est vrai qu'on se perdait un petit peu dans les différents modèles. Mais parce qu'ils sont aussi un peu en panique, c'est-à-dire que les ventes décollent pas comme ils voudraient, du coup ils se disent on n'a peut-être pas les produits adaptés, et donc le réflexe c'est d'élargir. Effectivement, la première chose qu'a fait Steve Jobs en revenant. Alors la surprise, c'est qu'entre-temps, tu as des nouveaux Mac qui sont arrivés. Alors mardi, on a eu des nouveaux iMac. Un disque dur à 5400 tours. Exactement, alors pas très sexy, puisqu'il n'y a pas vraiment de gros changements à part le processeur et la carte graphique, donc on s'attendait à un nouveau design, on s'attendait à des choses incroyables. Apple nous avait habitué à un design autre chose que celui de 2012, tu vois. Mais peut-être qu'on aura comme ça des petites itérations tous les jours, vous le saurez en regardant l'émission, peut-être un nouvel iPod Touch, c'est ce qui se discute là ce mercredi, et puis peut-être des AirPods avec le boîtier de recharge sans fil par exemple, peut-être le AirPower, voilà. Et puis du service, bien sûr, du service vidéo, service de kiosque numérique. On essaiera de résumer tout ça en direct à partir de lundi prochain, dès 17h30 sur onfaitmac.com et sur Mac Forever, bien sûr. Voilà, soyez au rendez-vous. Allez, on revient au sujet principal de cette émission, à savoir la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Est-ce que cela va être le next big thing ? On en parle dans ce prochain chapitre. On parle de réalité virtuelle et de réalité augmentée avec Laurent Chrétien du Laval Virtual. Laurent, commençons par la réalité virtuelle. On a longtemps cru que la réalité virtuelle serait vraiment la prochaine révolution technologique. Elle est tout balayée sur son passage, comme en son temps le tsunami iPhone. Il faut se rappeler, par exemple, que lorsque Oculus a été racheté par Facebook, c'était pour une somme de presque 2 milliards de dollars. Donc il y a énormément d'appétence pour cette techno. On s'aperçoit que plutôt les usages sont aujourd'hui plutôt vers les entreprises que le grand public aujourd'hui, Laurent. Alors pour ce qui concerne les masques de réalité virtuelle du type effectivement Vive ou Oculus, on est quand même aujourd'hui effectivement plutôt sur des usages professionnels. Alors je pense pour plusieurs raisons. Ces masques restent encore un peu chers peut-être pour une diffusion massive grand public. Il n'y a pas forcément non plus de contenu en suffisance et en suffisance de qualité pour être déployé massivement. Du coup, les constructeurs, et c'est aussi la raison de leur présence à Laval Virtual de façon un peu massive, s'orientent vers des usages professionnels qui vont permettre peut-être aussi l'évangélisation par le monde professionnel. Aujourd'hui, donc, le premier étage de la fusée, c'est le monde du B2B, des professionnels. Est-ce que tu crois qu'elle va se vulgariser, se domestiquer, et que le grand public peu à peu peut s'intéresser à la réalité virtuelle? On parlera de la réalité augmentée tout à l'heure. Ouais. Alors, tu sais, j'en suis convaincu. La réalité virtuelle, ça fait de nombreuses années que ça existe. Les masques de réalité virtuelle sont quelque chose de récent, puisque effectivement, peut-être que on peut considérer que le rachat d'Oculus en 2014 par Facebook a marqué un gros coup d'envoi de l'intérêt des constructeurs pour cette technologie, mais les entreprises l'utilisent depuis très longtemps pour la conception, pour le design, pour le prototypage, pour la maintenance, etc. Donc la partie grand public, à mon sens, va suivre au fur et à mesure que on va faciliter la production de contenu, au fur et à mesure que les outils, les appareils vont devenir plus légers, plus performants. Voilà, enfin il y a tout un tas de raisons qui font que et aussi des raisons peut-être émotionnelles ou en tout cas éthiques qui peuvent aussi poser question. Ouais. Tu étais au salon de Genève il y a quelques semaines maintenant, Didier, tu parlais avec les constructeurs automobiles, ils ont totalement adopté cette techno pour la conception des voitures, notamment pour éviter de produire des maquettes, tu me disais ça. Oui, dans leur studio, ils ont effectivement ces studios de création. Alors des fois, c'est des compléments à des choses qu'ils avaient déjà, mais ça leur évite par exemple de faire plein de maquettes physiques et puis de tester tout un certain nombre de concepts, puisqu'ils arrivent maintenant à rentrer, tu rentres vraiment dans la voiture, tu arrives à faire de la conception même directement. Ça, c'est assez impressionnant. Christophe, tu confirmes aujourd'hui la plupart de tes clients aujourd'hui, c'est plutôt des entreprises pour des usages B2B? Oui, c'est clairement plus du B2B, effectivement. Ça peut être des showrooms automobiles, du retail comme certaines grandes surfaces, bien entendu. C'est surtout dans le monde du B2B. Oui. Alors, il y a quand même des prix qui sont relativement accessibles. Tu le montreras ça dans un instant, Christophe. On sait que Sony s'est intéressé à ce marché et a lancé et a tenté du moins de démocratiser la VR avec la PlayStation VR. Est-ce que c'est un top ou un flop? On ne sait pas trop. Le seul chiffre que j'ai pu trouver, c'était 3 millions d'exemplaires, ce qui est quand même pas mal. 4, on est monté à 4, je crois, millions d'exemplaires vendus de casques sur des parcs de 40 millions.
donc c'est 10%, c'est pas mal. Hein. Moi, j'ai un parc de 95 millions. J'ai pas le même parc que toi, hein, mais bon. Bon. Voilà, mais moi j'ai 3 millions, ça date d'août 2018, et pour un parc de 95 millions, donc c'est pas non plus énorme. Je sais pas, on va se poser la question peut-être à Antoine, qui lui vient plutôt du grand public. Est-ce que c'est quelque chose qui... d'abord, il faut aimer les jeux vidéo, mais c'est quelque chose qui t'attire, toi, tout simplement? Bah, pas vraiment. Enfin, moi, je pense que, comme les intervenants l'ont dit, pour le monde professionnel, c'est quelque chose d'énorme et ça peut apporter quelque chose de formidable. C'est un peu comme les ordinateurs au tout début. Enfin, ce sera utilisé que dans le monde professionnel. Et ensuite, pour le grand public, à part pour les gamers, et encore, on voit même que chez les gamers, pour l'instant, c'est pas encore démocratisé. Moi, j'ai beaucoup de mal à voir une utilisation fréquente, et enfin moi j'ai pas envie en fait de mettre un gros casque sur la tête pour plus rien voir de ce qui est autour de moi, et je crois beaucoup plus en la réalité augmentée pour le coup. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Donc là tu nous as amené quelques exemplaires, notamment le pionnier Oculus qui est juste devant toi, je crois. C'est le gris, c'est ça, oui, il est juste un petit peu plus loin. Il y en a celui deux. Qui est sur le plan large, c'est le noir, donc c'est l'Oculus classique, oui. Qu'on branche sur un gros PC. Et là, Oculus essaie de démocratiser. Tout à fait. Avec l'Oculus Go. Alors lui, il est totalement autonome en fait. Exactement. Donc l'avantage de l'Oculus Go, effectivement, comme tu le dis, c'est que c'est de l'électronique embarquée. Donc tu n'as plus besoin d'un gros PC, tu as l'entièreté du système qui est sur ta tête, fixé sur ta tête, avec une autonomie qui peut aller jusqu'à plusieurs heures en fonction de ce que tu utilises comme application à l'intérieur, et avec la possibilité d'avoir un contrôleur plus ou moins simple, et puis voilà, et d'être quand même malgré tout immergé dans une réalité virtuelle plutôt sympa. Laurent, du côté de Laval, c'est ce que te disent aujourd'hui les constructeurs. Aujourd'hui, il y a encore nécessité de mettre pas mal de capteurs dans une pièce pour avoir vraiment une optimisation des usages. On le voit avec le premier modèle de l'Oculus, il y a des caméras, des capteurs qu'il faut. Donc il faut un peu privatiser une pièce pour ça. Et c'est pour ça qu'on voit plutôt des usages B2B, des usages aussi, on le voit de plus en plus dans des salles de jeux vidéo virtuelles, un peu comme les salles d'arcade d'autrefois. Tout à fait. Ou carrément aller dans une agence immobilière, dans une salle dédiée pour visiter un appartement. Oui, ça fait partie des usages. Et je suis assez d'accord sur le fait que mettre, quand on est un particulier, mettre un masque de réalité virtuelle, c'est un acte engageant. Effectivement, on s'isole. Et on peut aussi s'ouvrir sur les autres. Moi, j'ai expérimenté récemment sur iFidelity la visite de la tombe de Nefertari, vous voyez, en réalité virtuelle. On s'est retrouvé à une vingtaine répartis partout dans le monde. Nos avatars étaient présents dans la tombe, et on avait un guide qui nous a guidés. Je suis resté 1 heure dans le masque sans vraiment m'en rendre compte. Donc, intérêt, c'est la visite était passionnante. J'ai même fait des rencontres. J'ai pratiqué l'anglais. Voilà, ce qui peuvent être des usages pour le grand public, l'apprentissage des langues, le fait de se déplacer sur des sites qui sont non autorisés ou qui sont en danger, et de pouvoir, grâce à la réalité virtuelle, les préserver. Donc ça, c'est des usages intéressants. Après, évidemment, je pense qu'à un moment donné, il y aura convergence entre les masques de réalité virtuelle et les lunettes de réalité augmentée. On n'y est pas encore, mais on pourra switcher d'un mode réalité réelle, réalité augmentée, réalité virtuelle. Et moi, je voudrais juste te préciser un truc, Olivier, parce que là, on parle d'usage et tout du jeu vidéo. Il y a le premier gros problème jusque-là des casques. Alors, il y avait déjà la portabilité, ils étaient lourds, ils s'étaient connectés, et c'est un des problèmes de PlayStation VR et toutes les premières versions. Donc ça, c'était chiant. On commence à être libéré de ces câbles et de pouvoir bouger un peu plus en mobilité. Le deuxième truc, c'est qu'on a une époque où on commence à avoir des écrans HD 4K, on a une belle visibilité, et le gros défaut quand on met la tête dans un casque de réalité virtuelle, c'est qu'on voit les pixels. Ça commence à se réduire. C'est le plus gros challenge, et en fait, la chose qui énerve le plus les gens quand ils mettent ces casques-là, parce qu'ils ont pris l'habitude de voir de très belles images et qu'on n'a pas cette qualité-là dans les casques. Donc, c'est un des premiers freins. Le contenu, il commence à arriver dans tous les domaines, que ce soit le jeu vidéo, les médias. Il y a des startups comme Targo qui font aux États-Unis, toutes les chaînes télé ont leur contenu média en 360. C'est en train d'arriver en France. Et entre autres, grâce à l'arrivée d'Oculus Go ou même du dernier Vive Focus, on voit que le temps dans les casques, comme il n'y a plus les câbles, augmente de 30%. 30% des gens regardent les reportages 360 en entier. Donc, il y a une évolution qui est en train de se faire. Et l'adoption, elle va se faire par une amélioration technique. Et les contenus sont en train d'être faits et sont existants. Et ils sont déjà en 4K et en très haute qualité. Donc, dès que les casques seront améliorés, ce sera plus agréable de regarder dedans. Christophe, donc on a le Pimax là, qui est presque en 8K.
Ouais. Donc on voit qu'en termes de réalisme, plus on monte la résolution, évidemment, plus l'immersion est totale. Christophe, donc amélioration des performances, baisse de prix, on n'a pas dit, mais l'Oculus Go, il divise le prix par 2 du Oculus classique, on est autour des 200 €. Hein. Tout à fait, oui, tu as un peu plus de 200 €. Maintenant, je voudrais juste rebondir par rapport à ce qui a été dit. Oui. À savoir qu'on parle beaucoup de technologie ici, de résolution. C'est vrai, effectivement, on est au début de la tech, en fait. Enfin, pas vraiment, parce que ça a commencé il y a des décennies, mais voilà, en tout cas, pour le grand public, on en est au début de la tech. Mais ce qui compte, en fait, quand on parle de réalité virtuelle, contrairement à la réalité augmentée, c'est un seul mot, c'est l'immersion. Et du coup, effectivement, le fait d'être immergé, de vivre quelque chose, de vivre des émotions peut quand même, pour certaines personnes en tout cas, nous laisser passer au-dessus de l'obstacle technologique où il y a une résolution moindre, où c'est un petit peu moins puissant, tu vois. Et c'est là peut-être, Laurent, où il manque peut-être un constructeur qui est capable de donner cette envie et cette appétence pour ces émotions-là, les transmettre. Sony n'y est pas encore parvenu, on espère peut-être qu'Apple y parviendra. Je ne sais pas, peut-être pas sur la réalité virtuelle, mais la réalité augmentée cette fois-ci. Depuis le rachat de Metaio, belle boîte de réalité augmentée allemande par Apple, on attend tous qu'Apple sorte un produit qui va révolutionner le monde de la réalité augmentée, ça c'est sûr. Alors en attendant qu'Apple on va en parler plus en détail dans la deuxième partie de l'émission, en attendant qu'Apple arrive, il y a d'autres constructeurs qui travaillent plutôt bien, c'est le cas de l'HTC avec le Vive. Alors là on est plutôt dans un positionnement de plus en plus B2B, Fanny et Christophe, avec plutôt une montée en gamme. Il faut compter à peu près 600 € pour le modèle classique. On branche sur un PC et désormais, Didier, sur un Mac. Ça y est, on a des cartes graphiques pour ça. Avant, on ne les avait pas. Donc, il y a le Vive Pro, le Vive Focus, et puis prochainement, Christophe, le Vive Cosmos. Oui, et aussi, il n'y a effectivement pas que l'HTC Vive, en fait. Il y a aussi toute la gamme Oculus, en fait, qui se développe. Et alors, quand même, quelque chose, en fait, auquel on peut également penser, c'est Nintendo, qui, au travers de sa Switch, va nous faire vivre en fait dans le mois qui vient une nouvelle expérience en réalité virtuelle. Exact. Avec le premier Nintendo Lab qui va nous permettre de prendre juste un carton, de le plier, d'en faire un masque de réalité virtuelle et de glisser la Switch à l'intérieur. Et ça, c'est les fameux packs que je vous avais ramenés, ceux de construction où tu as le jeu vidéo et tu montes ton truc. Donc là, ils vont faire monter aux enfants des lunettes de réalité virtuelle pour 70 €. Ouais, en clair, on utilise l'écran de la Switch pour ça, alors j'imagine. Tout à fait, c'est l'écran de la Switch qui est divisé en deux. Une partie, la moitié pour un écran, l'autre moitié pour l'autre écran, donc pour chaque œil. Il n'y a pas ce risque qu'on a pu tous ressentir lorsqu'on a utilisé des masques passifs, puisque c'est ça dont il s'agit. Alors, lorsqu'on glisse un iPhone ou un Samsung dans un masque, d'avoir cet effet de mal de mer, de cinétose qui se produit parfois. Écoute, plus la technologie évolue, moins on l'a. Maintenant, ça reste quelque chose d'humain. C'est sûr et certain, notre oreille interne perçoit qu'il n'y a pas les mouvements escomptés et notre cerveau, lui, au travers de notre vision, lui, par contre, pense qu'il est en train de bouger. Donc, il y a une différence entre les deux et c'est comme ça qu'on en arrive à être malade. Après, on s'est rendu compte que c'était 20% de la population qui était touchée vraiment. Et en plus, on s'est rendu compte que c'était certains types de contenus. Donc maintenant que les gens ont les règles de tournage et de montage des séquences, même dans les jeux vidéo, etc., ça commence à se réduire parce que c'est justement c'est que l'écart soit pas trop grand entre ce que voit le cerveau et ce que le corps ressent. Il joue beaucoup, effectivement, comme tu le dis, sur la profondeur de champ. Entre autres, et c'est sûr et certain qu'on est en train de le réduire. Et puis il y a un phénomène d'habituation qui fait que plus tu portes un casque de réalité virtuelle, plus tu l'essayes et moins tu vas être susceptible d'être malade. C'est comme pratiquer le bateau, la navigation. Il vaut mieux éviter le roller coaster lorsqu'on fait des essais de réalité virtuelle. Avant d'expérience oui. Avant de parler. Fragile. Avant de parler d'Apple et savoir si Apple va venir, et on sait, Antoine nous le disait, que Apple avait plutôt une petite préférence pour la réalité augmentée. Tim Cook a annoncé la couleur, qui croyait plus au concept de réalité augmentée qu'à réalité virtuelle. Le premier à opérer ce virage de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, je vais y arriver, Laurent Chrétien, c'est Microsoft avec HoloLens. Oui, qui a pris ce virage d'une réalité. Alors la réalité augmentée, on en fait avec un smartphone déjà ou avec une tablette depuis quelques années. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un dispositif dit tête haute qui permet de laisser les mains libres et d'avoir la surimpression d'informations numériques sur la réalité directement dans les lunettes. Et HoloLens, effectivement, est
le premier à développer ça. Bon, il y a Magic Leap qui est présent aussi à Laval Virtual là, cette année, qui est son deuxième concurrent, qui a fait beaucoup de buzz, beaucoup de marketing, qui a levé beaucoup de millions de dollars, et voilà, avec un produit qui fonctionne également. C'est le pari de la réalité augmentée pour l'entreprise. Il y a plein d'usages. On imagine bien les techniciens. Oui. Non, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est on parle de réalité augmentée, mais eux parlent carrément de réalité mixte, parce qu'on a une chose en plus, c'est que tous les objets que vous avez sont géolocalisés, et que quand vous avez ce masque, c'est pas comme juste avec le smartphone où ça apparaît dans le décor, mais ça va bouger avec là où vous bougez. Là, l'objet où on le pose et où on s'en sert, il reste à sa place, et quand vous revenez, il est toujours à la même place. Et c'est une des forces de calcul du casque HoloLens, c'est d'être capable de poser ces objets dans l'environnement. On s'en rend pas compte, mais quand on est en train de courir autour d'un hologramme et qu'il bouge pas de place comme si c'était un objet posé dans la pièce, techniquement, c'est un sacré challenge, et c'est quand même assez beau à voir. Alors, pour résumer l'idée de la réalité augmentée, c'est plus avant-gardiste, je dirais, et moins immersif que la VR. C'est de manipuler virtuellement, tu disais Fanny, des objets intégrés dans un environnement réel. Donc en clair, là, tu continues à me voir, et par-dessus, il y a une surcouche graphique. On pourrait rajouter des logos RLM partout. C'est un peu ça l'idée. Tu développes déjà des choses, Christophe, là-dessus. Oui, tout à fait. Concrètement, on pourrait prendre une espèce de ligne. Tu me fais un peu peur comme ça. C'est lourd. Une ligne où d'un côté on a la réalité, de l'autre côté la réalité virtuelle, dans lesquelles on s'immerge complètement, et entre les deux, on peut bouger le curseur et finalement faire ce qu'on appelle de la réalité augmentée. Alors, quels usages concrètement ? Quel est le type d'usage on peut avoir chez tes clients ou à Laval ? Qu'est-ce qu'on peut découvrir en réalité augmentée avec l'Oculus, non pas l'Oculus, avec le HoloLens, ou encore, comme je disais, de l'autre, son concurrent direct, Magic Leap. Alors, il y a de nombreux usages. Quelle expérience, en clair ? Ouais. Alors des expériences du type information délivrée à des techniciens sur des chaînes de montage par exemple, ou pour de la maintenance. On peut faire de l'assistance distante, et envoyer des images d'intervention à réaliser, le spécialiste étant à 3000 km, et donne les instructions aux techniciens en direct. On peut faire aussi le médical peut-être aussi, Laurent, à terme. Exactement, d'aider les chirurgiens à opérer en ayant de l'information, je dirais, de ce qui se passe dans le corps en temps réel dans les lunettes. Donc oui, il y a beaucoup d'applications de ce type. Ce qu'il y a d'intéressant, si tu veux, c'est que quand tu as les personnes à 10 000 km, c'est pas juste de donner des indications comme on le fait par téléphone ou en prise de main, comme on fait avec les ordinateurs. C'est que là, on peut par exemple remettre en surimpression un plan et voir tout le plan en 3D à l'intérieur. Là, par exemple, lors du Mobile World Congress, quand j'ai testé, j'ai fait une réparation sur une pièce de Boeing. Il faut passer des câbles à un endroit, tu vois pas où tu passes les mains. Et là, tout d'un coup, tu as tout le passage et tous les endroits où tu dois pas toucher qui apparaissent en surimpression en hologramme par-dessus l'objet réel. Et c'est comme si tu voyais au travers. Donc là, tu peux passer le câble exactement, précisément, aller le brancher sur la bonne fiche et ne pas te tromper. Et visuellement, ça simplifie énormément les choses. Il faut savoir que les gars, quand ils lisent des plans, il faut voir la complexité des plans dans les sous-marins, les avions, etc. Et là, tout d'un coup, il y a plus besoin de remettre en 3D dans sa tête ce qu'on voit en 2D à plat. C'est tout apparaît visuellement. Et je pense qu'on peut comprendre que quand on a essayé d'ailleurs, tellement c'est inimaginable ce qu'on arrive à faire. Une autre application peut être de faire du contrôle qualité sur un chantier, par exemple. Vous arrivez comme ça à superposer les plans théoriques, ceux qui sont affichés dans votre lunette, avec la réalité de l'installation des tuyaux, des réseaux, et vous constatez immédiatement s'il y a défaut ou pas d'installation. Alors, ça fait gagner un temps dingue sur le contrôle qualité. Merci Laurent. Alors Antoine, on sentait tout à l'heure que ton cœur de geek ne battait pas très fort pour la réalité virtuelle, mais un peu plus pour la réalité augmentée. Le tableau qu'on vient de te dépeindre te semble un petit peu plus sexy, moi en tout cas. Moi, je rêverais d'avoir un produit comme ça, un peu plus léger. On voit que c'est quand même un petit peu... Bon, c'est les premières générations. La V2 est déjà vachement plus légère. Voilà, la version 2 arrive. Qu'est-ce que tu en penses en tant que... Moi, j'ai le sentiment que ça a l'air révolutionnaire pour le monde professionnel. On s'imagine très bien l'architecte, la personne qui travaille avec une grosse machine, qui peut en même temps utiliser ses mains et en même temps voir comme avec un calque en superposition
les plans, et ça paraît... moi, je pense que dès aujourd'hui, déjà, c'est utilisé. On voit les démos de Microsoft et tout. Et je pense que c'est révolutionnaire pour ce monde-là. Après, c'est toujours pareil, c'est que pour le grand public, tout à l'heure, Christophe l'a bien dit en parlant à Didier, il a dit « enlève ça, tu me fais peur ». Et à ce côté, on a l'impression qu'il est venu envahir la planète, tu vois. Et en fait, la question à se poser, c'est est-ce que je me verrais sortir dans la rue avec ça, l'air de rien, et on se rend bien compte que non, on n'oserait pas en fait, on se sentirait mal à l'aise. Non, mais c'est maintenant, mais c'était pareil pour les gyros au début où il y avait 3 pauvres gars. Mais le boulot pour l'instant il est gros. C'est pareil pour les gros téléphones portatifs à l'époque. On sait en tout cas, messieurs dames, que ça a été, peut-être donner la parole un petit peu à Didier, le problème qu'a eu Google lorsqu'ils ont sorti les Google Glasses, qui étaient vraiment précurseurs, qui étaient bien plus moins évolués bien sûr, ça n'a rien à voir, hein, mais c'était déjà de la réalité augmentée. Qui faisait un petit peu peur, qui était un peu anxiogène quand on a reçu Tony Fadell dans cette émission. Non, il n'avait pas dit l'émission, il avait dit après l'enregistrement, qui était l'un des patrons de Google et des Google Glaciers à cette époque-là. Et le problème, c'était de convaincre les gens qu'il n'y avait aucun risque avec ces... Mais ça, c'est parce qu'on les filmait, c'est la peur d'être filmé qui gênait plus que les lunettes en elles-mêmes. Donc voilà, mais c'est pareil, quand tu pourras avoir ton Google Maps et pas tourner en rond devant ton téléphone à essayer de voir si tu vas à gauche ou à droite, mais que ça te dira, tu as une flèche justement qui te dit va à gauche, ce sera juste génial. Voilà, il y a plein de fonctionnalités. Quand ce sera léger, que ce sera confortable, tout le monde le voudra. Moi, je me souviens des gens qui se foutaient de mon iPad que j'avais dans la main parce que je disais, mais jamais on va téléphoner avec un truc. Le PDA. Non, mais voilà, exactement. Et puis maintenant, où ils me disaient, on va te greffer une télé dans la main un jour. Tu étais encore à la maternelle à l'époque. Tu veux que je te l'enlève, ta télé dans la main, là, tu t'en passerais maintenant. Elle dit, non, c'est bon. Donc, c'est toujours une histoire d'arrivée, d'adoption, mais s'il y a un usage grand public utile et il suffit d'une seule app killer pour que ça se fasse, ça marchera, il n'y a aucun problème. Moi, personnellement, ça fait plutôt rêver cet engin. Bon, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur, mais le prix reste quand même assez élevé. Hein. C'est encore réservé aux pros. Christophe Laurent, 3 299 € pour les HoloLens aujourd'hui. Ouais. Maintenant, ça reste quand même une drôle de technologie embarquée. Avec effectivement, comme Fanny le disait, dans la version 2, quelque chose de plus léger, quelque chose qui est plus agréable à porter. Ils ne travaillent plus avec des écrans tout simples, je veux dire, en LCD, mais ils vont vraiment travailler avec du laser qui est projeté pour nous donner vraiment cette impression de pouvoir être immergé dans le monde de la réalité augmentée. Très bien. Je crois franchement, je pense que pour les entreprises, ce prix est absolument pas rédhibitoire. Hein. Ouais. Il y a une acceptation forte. Récemment, l'armée américaine, par exemple, a acheté une quantité astronomique. Je crois que le montant était de 480 millions de dollars d'HoloLens. Je sais pas c'est bon, c'est amorti les recherches. C'est ça que tu es en train de dire, Laurent. Ça y est, c'est fait. Ils ont amorti la R&D. Ils ont amorti la R&D, c'est clair. Ouais, bah oui, bien sûr. D'accord. C'est clair. Ouais. Et on a des super studios en France en plus qui font tout ça. Hein. On a des Asobo, on a aussi 22. En plus, on a plein de boîtes françaises qui sont leaders dans ce marché-là. Il y a Synergies, qui sont tous là. Voilà, qui sont sûrement là. Et allez tous les voir parce qu'en plus, c'est des super gars. Mais en plus, on est bon là-dessus en France et on bosse bien avec Microsoft là-dessus. Et je trouve que c'est une super aventure dans laquelle on est hyper présent. Donc ça, c'est vachement bien. Allez, l'enjeu maintenant, vous l'aurez compris, de savoir si Apple va réussir à démocratiser ces technologies dans le grand public. On va tenter d'y répondre, mais après, la question stockage et le busomètre. Puis-je travailler et monter des vidéos 4K directement depuis un disque externe ? Il y a encore quelques années, travailler et monter sur Final Cut Pro à partir d'un disque dur externe était peu conseillé. La connexion USB représentant un goulet d'étranglement et les ralentissements étaient légion. Désormais, avec la démocratisation des disques SSD, de l'USB-C ou encore du Thunderbolt 3, il est tout à fait envisageable de travailler sur un disque externe et ce même si vous avez à monter une lourde vidéo en 4K. Un disque externe SSD USB-C affiche un débit 4 fois supérieur à un disque dur externe USB. Quant à ce modèle SSD, Thunderbolt 3, il affiche un taux de transfert de 2800 mégaoctets par seconde, des performances pas si éloignées d'un disque interne. Travailler à partir d'un disque externe, non seulement c'est désormais envisageable, mais c'est également grandement conseillé. Car sur les dernières générations de Mac, Apple fournit des disques SSD avec des capacités vraiment trop limitées. Un MacBook Air ne dispose que de 128 Go de SSD à l'entrée de gamme, idem pour un MacBook Pro ou encore un Mac Mini. Ce qui est vraiment trop juste pour travailler et archiver des projets Final Cut Pro. Et si vous souhaitez prendre un disque de plus grande capacité, l'option est facturée au prix fort, environ 1 000 € pour 1 Tera.
Bref, il est bien plus intéressant d'acheter un SSD externe rapide, disposant d'une grande capacité et d'une connexion Thunderbolt 3, tel ce modèle d'1 Tera facturé environ 700 €. Bilan, oui, vous pouvez travailler et investir dans un disque externe SSD offrant une grande capacité pour archiver vos données et travailler directement sous Final Cut Pro, et ce, sur tous les terrains. Voilà, vous savez tout comment monter sous Final Cut Pro avec un disque dur externe. Avant de parler au busomètre, on va dire au revoir à Laurent parce qu'il a beaucoup de travail. Hein. C'est le jour d'ouverture aujourd'hui du festival. Voilà, plein de bonnes choses. Et on a encore samedi, dimanche, si vous regardez l'émission vendredi soir, pour aller visiter et tout savoir sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, Laurent. C'est bien ça? C'est bien ça. À très bientôt. Merci. Et à l'année prochaine. À bientôt, Laurent. Place au busomètre à présent avec Didier. Le busomètre, le classement des rumeurs avec Didier autour de la planète Apple. Qu'est-ce qui a le plus buzzé cette semaine sur le site macOS avant l'Apple Event qui aura lieu lundi? Mais justement, c'est assez bizarre, Olivier. Ils font une keynote et la semaine d'avant, on nous dévoile un produit quasiment par jour. Alors peut-être qu'il y en aura toute la semaine au moment où Peut-il se libérer du temps pour parler de choses où il faut être pédagogue Mais je crois que c'est la première fois qu'ils font ça, comme ça, d'étaler des produits, surtout là une semaine avant quand même. Alors est-ce que ça va être en relation? Donc, iPad, iMac, on l'a dit en début d'émission. Voilà. Il reste encore donc on tourne mercredi, peut-être qu'aujourd'hui, demain ou après-demain, ils vont nous sortir encore d'autres produits. Hein. Exactement, peut-être des choses aussi en relation avec ce qu'ils vont annoncer. Hein, pour lire des magazines, tu vois, tu peux imaginer ton iPad, peut-être un Apple TV un petit peu modifié, peut-être. Voilà. Rêvons. On verra. En même temps, on leur a tellement reproché de dire que c'était une conf de développeurs et qu'ils présentaient des produits, ou alors qu'ils n'en présentaient pas, et il y avait toujours une attente. Donc là, au moins, comme ça, ils ont présenté les produits avant, ils vont peut-être se concentrer que sur les trucs de développeurs. Moi, je ne me plaindrai jamais qu'Apple présente des produits, même à une conf de développeurs. Hein. C'est pas des mises à jour impressionnantes, c'est pas des mises à jour qui vont être reprises par la presse généraliste, c'est juste des mises à jour pour les fans. En mode, on reprend nos mêmes produits, le design il est pareil, mais on upgrade l'intérieur. À mon avis, ils ont voulu se débarrasser un peu de ça pour faire un event qui est concentré sur le message qu'ils veulent faire passer à ce moment-là. A priori, les services. Les services. Apple Vidéo, donc tu parlais d'un kiosque numérique. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ces annonces en quelques mots? À moins qu'il y ait... Justement, il faut qu'il y ait du lourd. Hein. Il faut qu'il y ait quand même... théoriquement, ils devraient annoncer donc leur offre de streaming vidéo, le concurrent de Netflix, et peut-être donc une offre dédiée à la presse, qui est d'ailleurs mon deuxième busomètre, tu vois, de cette semaine. J'ai inventé ta deuxième rumeur. Qui s'appellerait Apple Magazine. Alors, qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans? Est-ce que ça existait, Apple Magazine, il y a quelques années, oui, vraiment. C'était le magazine d'Apple en France, officiel. Bref. Donc voilà, est-ce que ça va être un kiosque, tu vois, de quotidien? Qui va être dedans, etc. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que ça va être aux États-Unis d'abord? Et justement, on parle de cet Apple Magazine dont l'abonnement serait à $10 par mois. Donc un petit peu comme les abonnements presse qu'on a en France avec un usage illimité comme après. Le kiosque, par exemple, exactement. En France. L'enjeu, c'est est-ce qu'on peut multiplier à vitam aeternam les abonnements entre effectivement un abonnement pour un service de vidéo type Netflix, un abonnement pour le kiosque, un évidemment pour Apple Music, évidemment pour le cloud. Ça commence à faire beaucoup. Et à mon avis, ce qui va être très intéressant de suivre lundi en dehors du contenu, savoir qui participe aussi bien pour le kiosque que pour le service de vidéo, ça va être le modèle économique. Est-ce qu'Apple, quand Tim Cook dit l'avenir d'Apple, c'est les services, est-ce qu'ils vont intégrer les services dans le prix du téléphone? Est-ce qu'ils vont fusionner les services? Qu'on n'aurait qu'un seul abonnement, on aurait du cloud, de la vidéo et du kiosque. Moi, je me pose une question par rapport à l'offre magazine, c'est est-ce qu'ils vont faire comme ils ont fait il y a quelques années, ça va être des magazines papier qu'on peut lire sur iPad, ce qui n'a pas très bien marché, parce qu'ils ont retiré l'app. Ou est-ce qu'ils vont faire une offre qui est plus proche de ce qu'ils ont aujourd'hui avec Apple News et inclure par exemple ce qu'on peut avoir sur Le Monde quand on est abonné, donc accès à des articles privés? C'est-à-dire qu'on pourra, sans acheter, un peu lire en illimité toutes sortes de contenus qui sera poussé par Apple. Un coup ce sera un article du Monde, un coup ce sera une émission, non, on rêve, dans Refait le Mac ou un article de Mac Forever. Mais oui, en clair, l'idée, c'est pas forcément, c'est plus un contenu à la carte qu'on proposerait, pas forcément un éventail de titres. C'est ça que tu... En gros, que tu dis, Antoine. Allez, rumeur suivante. On reste un petit peu dans les annonces d'Apple, puisque Netflix a déclaré donc ne pas travailler avec Apple. Quelle surprise, du coup, pour l'offre vidéo. Donc, on ne devrait pas avoir de contenu Netflix sur Apple Vidéo. Sans surprise, ils vont être assez concurrents, même si, apparemment, Apple se positionne moins contre Netflix, plus peut-être contre Disney, tu vois, contre des contenus qui seraient un peu moins violents, plus grand public. Donc, à voir. Vraiment, moi, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont mettre dedans, même si on a déjà une idée, puisqu'on connaît déjà pas mal de séries les producteurs, les acteurs. Qui ont été inventés. Ouais. Et puis surtout aussi voir un peu le positionnement des grands comme Disney par rapport au fait que pour l'instant ils essaient de rapatrier vraiment l'ensemble de leur contenu chez eux
Est-ce que Apple va avoir accès à ce genre de contenu en sachant que Apple est quand même pas très éloigné de Disney Ouais, sachant que je vous rappelle, le premier actionnaire privé de Disney, c'est une certaine Lorraine Jobs, la veuve de Steve Jobs. Donc, bon, bref, on va voir. On va trouver peut-être une solution. Rumeur suivante. Alors là, on part complètement très très loin de ça, puisque je vais te parler donc des iPhones. Tu sais que les iPhones sont fabriqués en Chine. C'est pas vrai. Un petit peu, voilà. Apple a diversifié aussi ses lieux de production. Il y en a au Brésil, je crois maintenant. Et en Inde, puisqu'en Inde, ils exigent en fait pour vendre l'iPhone en Inde, il faut qu'il soit comme au créé Brésil et en Argentine. Hein. En Inde. Donc voilà. Alors pour l'instant, ils vendent que des modèles assez bas de gamme, donc ils fabriquent des modèles bas de gamme. Mais voilà, petit à petit, est-ce que Apple va monter en gamme en Inde ? Alors apparemment, ce serait pas pour tout de suite. Hein, il faut peut-être simplement qu'ils baissent les prix, non ? Ce serait pas mal. Bah ouais, ce serait pas mal. On ne dit pas souvent ça d'ailleurs. Bah oui. Rumeur suivante. Et dernière rumeur, l'Apple Watch détiendrait 27% du marché des wearables. Alors les wearables, c'est pas uniquement les montres, c'est tous les wearables, même ton Fitbit, n'importe quoi. Et c'est pas mal quand même. Ouais. C'est beaucoup. Bon, on n'a toujours pas d'infos sur l'arrivée de la fonction de poursuivre son crime cardiaque en France. Il serait temps d'ailleurs, parce que j'ai un lecteur ce matin, tu vois, qui m'a dit qu'il a été sauvé par son Apple Watch, qu'il a acheté aux États-Unis, qu'il a activé aux États-Unis. Donc il avait le CG en France et il est arrivé aux urgences. Voilà. Et on est dit aller aux urgences. Exactement, il s'est fait hospitaliser grâce à ça. Donc c'est pas que j'ai envie d'aller à l'hôpital, tu vois. Ça peut sauver des vies. Allez, retour à la réalité augmentée et aux ambitions d'Apple qui semblent aller bien plus loin. KRKit. Apple va-t-elle lancer des lunettes de réalité augmentée ? Mais avant d'y répondre, on va dire au revoir à Fanny qui ne peut pas rester jusqu'avec nous. Est-ce que tu veux nous faire ton petit coup de cœur avant de partir ? Oui, je vous donne mon petit coup de cœur. Justement, donc c'est de la réalité virtuelle. C'est justement pour aider à former les médecins et les personnels soignants. C'est une boîte bordelaise qui fait ça. C'est Sim4Health qui est menée par Jérôme Leleu. Voilà, ça peut être téléchargé, mais pour apprendre justement tous les bons gestes pour sauver, pour bien se laver les mains, pour bien faire des points de suture, désinfecter et tout. On peut apprendre ça sous forme de jeux vidéo, très sérieux, et c'est vachement bien. La réalité virtuelle permet ça en économisant les compresses, tous les produits, voilà, et les malades aussi. Ça évite de tester sur eux en réel. Merci, je vous souhaite une bonne journée. On t'embrasse. On se voit lundi, Fanny. Oui, à lundi pour le direct. Merci Fanny. Alors Apple va-t-elle lancer des lunettes de réalité augmentée ? C'est pas une rumeur nouvelle, Didier. Elle a été ravivée il y a quelques jours par l'analyste Ming Chi Kuo qui annonce qu'elle arrive d'ici presque en 2020. Donc c'est dans un an. Ouais. Exactement. Et puis lui, c'est vrai qu'il s'est quand même rarement planté, surtout sur ce type d'annonce. Ouais. Donc on a tendance à le prendre au sérieux. Donc là, il met les coronets sur la table, il y va franco. Hein. Il y va franco. Alors, il te dit deuxième trimestre, donc ça peut être aussi la fin de l'année avec l'iPhone. Enfin voilà, il peut y avoir quand même un petit peu de marge. Mais c'est vrai, et lui voit vraiment des lunettes. C'est-à-dire qu'Apple sortirait vraiment son dispositif. La production serait prévue pour le 4e trimestre de cette année. Donc il commencerait à produire dès cette année. Ça semble énorme. Et la disponibilité serait pour le second trimestre 2020. On verra. Et détail important, ça a vraiment son importance, les lunettes fonctionneraient uniquement avec l'iPhone. C'est-à-dire que ce ne serait pas un dispositif comme l'Oculus Go que nous a présenté Christophe tout à l'heure. Alors, est-ce qu'Apple va-t-elle lancer ces lunettes ? L'idée de déporter l'écran de l'iPhone, en quelque sorte, dans les lunettes a du sens pour offrir de la valeur ajoutée. On sait qu'Apple a du mal à vendre des téléphones. Donc, si effectivement il y a une technologie embarquée qui permettrait d'offrir du service et de déporter comme sur des lunettes comme les miennes, surtout si elles sont discrètes. Il y a l'Apple Watch, c'est un peu ça déjà, l'Apple Watch. Oui, Antoine, c'est un peu l'idée de l'Apple Watch. Les gens, je pense, aujourd'hui, prennent un iPhone parce qu'ils veulent une Apple Watch et qu'ils n'ont pas le choix. Et ce serait une deuxième bonne raison de prendre un iPhone. Ouais, ce serait une vraie rupture par rapport, je dirais, aux autres concurrents et apporterait une valeur ajoutée par rapport à un Samsung, à un Google. Parce que au niveau des téléphones, Apple se fait concurrencer par plein d'autres constructeurs qui font des téléphones aussi bien. Mais au niveau des watches, au niveau des tablettes et peut-être plus tard au niveau des lunettes, à mon avis, ça va être beaucoup plus difficile pour les concurrents de la rattraper sur ces marchés-là. Oui, parce que là, on sait, Didier, que la force d'Apple, c'est de maîtriser le hardware et le soft. Et là, s'ils arrivent vraiment à concevoir un processeur qui permet de déporter l'image de l'iPhone sur un écran de réalité augmentée, qui ne soit pas trop lourd, qui ne soit pas aussi imposant que ceux-là. Alors là, on est dans la science-fiction, mais ça peut arriver très vite. Apple a un vrai savoir-faire, un vrai créneau à jouer sur ce coup-là. Oui, mais c'est drôle, tu vois, moi je vois moins ça. Je pense qu'on c'est encore trop tôt pour... Tu penses que mon petit cœur de geek s'enflamme encore une fois? Non, mais qu'Apple sorte des lunettes, tu vois, pourquoi pas. Mais que l'usage soit de remplacer ton iPhone ou de le compléter ou d'aller te balader dans la rue avec, j'imagine absolument pas ça. Je pense qu'on est encore trop tôt, puisque l'iPhone que tu veux avoir comme ça sur toi, ce serait vraiment une petite vitre éventuellement, ou dans tes lentilles de contact, même quelque chose de très très intégré. Et il faudrait trouver un usage qui soit extrêmement pertinent. C'est-à-dire c'est pas juste pour avoir Google Maps dans la rue, il faudra aller beaucoup plus loin en termes d'interface aussi.
aussi comment tu interagis avec ça, etc. Est-ce qu'il faut encore que tu aies ton iPhone dans la main pour contrôler ce que tu as dans la vue? Enfin, tu vois, ça pose énormément de questions qui sont pour le grand public, à mon avis, on est encore très loin de ça. Donc moi, je vois plutôt effectivement des lunettes, mais pour un usage extrêmement B2B, ce qui paraît bizarre de la part d'Apple, mais je vois plutôt ça, par exemple, pour de la vidéo, tu vois, associé à Final Cut Pro. Non, mais on en reparle dans quelques mois. Pour moi, c'est pas du tout encore un produit grand public à ce niveau, en fait. Christophe, ça existe déjà ces concepts de lunettes de réalité augmentée qui déportent l'écran du téléphone, voire même qui l'embarquent. Tu nous as apporté, je crois, un modèle. Oui, effectivement, il y a quelque chose déjà de similaire qui est existant, qui s'appelle les Miraprismes. Et tu vois, c'est juste quelque part des lunettes que tu apposes sur ta tête avec un écran qui est translucide et sur lequel va se refléter l'écran du smartphone qui va être apposé à l'intérieur. Voilà, exactement. On pensait que le modèle d'Apple, ce ne serait pas celui-là, mais l'idée de déporter l'écran du téléphone, de rendre, je dirais, sans jeu de mots, la technologie totalement transparente, du fait que pour les usages lambda, comme juste répondre à un coup de fil, suivre le parcours d'un GPS, lire des SMS, enfin des fonctions assez basiques, de disposer d'un écran permanent quelque part sur une paire de lunettes. Si j'ai comme moi qui la porte en permanence, ça ne me dérangerait pas. Est-ce que ça te semble un scénario crédible à court terme? Est-ce qu'on a la techno pour ça? On a vu que Google avait beaucoup d'ambition pour ça et ils se sont plantés. Complètement. Et Google s'est planté sans doute aussi pour une question de technologie suffisamment pas avancée en fait. Ils sont partis trop tôt. C'était ce qu'on reprochait à Apple il y a quelques années. Il y a 20 ans, maintenant, c'est plutôt l'inverse. Exact. Si aujourd'hui on utilise tous un smartphone, si on utilise une Apple Watch pour les gens qui sont autour du plateau, c'est tout simplement parce que la technologie est arrivée à un niveau tel de maturité qu'elle s'efface par rapport à l'usage qu'on en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, il faudrait vraiment que Apple arrive à intégrer les lunettes de réalité augmentée avec une technologie suffisamment mature pour que la technologie ne devienne plus un obstacle. C'est certain. Du coup, aussi, pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le fait de créer une extension à son smartphone a beaucoup de sens parce qu'on pourrait penser que le smartphone devient à ce moment-là le cerveau des lunettes en question et parle avec une technologie sans fil, peu importe laquelle, avec les lunettes qui finalement sont à ce moment-là un écran déporté et sans doute quelques capteurs. Parce que n'oublions pas, pour faire de la réalité augmentée, par exemple, il faut quand même encore des capteurs qui nous permettent d'avoir une notion de profondeur et ce genre de choses. Ce qui manque entre l'Oculus Go et l'Oculus classique, par exemple, pour la réalité virtuelle, il y a moins de capteurs, donc c'est moins précis. Tout à fait, exactement. Même si c'est de la réalité virtuelle et pas la réalité augmentée. Voilà. Antoine, là, ça te fait déjà un peu plus rêver, ce qu'on essaie de décrire, même si on est encore dans la science-fiction. J'y crois, mais comme dit, je suis plutôt d'accord avec Didier quand il dit que c'est pas prêt. Je pense que c'est pas prêt. D'ailleurs, Tim Cook l'a dit il y a quelques années. Il a dit la technologie n'est pas prête pour ça. Des fois, il dit des choses et puis. Ouais, mais Tim Cook, en fait, il a lâché plein d'indices. Déjà, il a dit pour nous, la réalité augmentée, c'est aussi important que le smartphone. Ça, il l'a dit. C'est une technologie qui est aussi importante et c'est ça veut dire qu'il faut y aller. C'est une technologie qui sera pour tout le monde. Donc, il a dit que ce serait de la grande consommation. Il a dit que ce sera pour tout le monde. Pour l'instant, vu le temps de parole qu'il donne à la réalité augmentée dans les keynotes, vu tous les efforts qu'ils mettent là-dessus, il y a une page sur le site d'Apple qui te dit que c'est révolutionnaire, que ça va changer le monde, et vu ce qu'on a, c'est-à-dire 3 applications, une qui permet de mesurer, une qui permet de mettre des meubles Ikea dans son salon, c'est indispensable, et une qui permet de mettre une grenouille sur une table, et c'est sympa, c'est joli, mais au fond, il n'y en a pas un, à mon avis, de nous 4 qui utilisons tous les jours la réalité augmentée sur notre smartphone. Je te confirme. Et vu le décalage entre les promesses qu'ils font et la façon dont ils en parlent et ce qu'ils proposent aujourd'hui, pour moi, c'est sûr qu'ils préparent quelque chose de plus gros. Et la raison pour laquelle ils en parlent aujourd'hui, la raison pour laquelle ils ont fait ARKit, c'est pour passer un message, notamment aux développeurs, et leur dire travaillez dans ce sens-là, commencez à bosser là-dessus, préparez des choses, parce que nous, on prépare quelque chose qui va sortir et qui sera révolutionnaire. Il est bon le petit. Donc, mais je pense que ça va être. Qui revient de chaque semaine. Ça sera. Et tu disais, ce qui est intéressant, c'est que tu disais, ça peut pas être juste pour voir des plans dans la rue, c'est pas suffisant, il faut plus. Et je suis d'accord avec toi. Mais quand tu regardes la première version de l'Apple Watch, c'était pas grand-chose de plus que les notifications. C'était super lent, ça faisait pas grand-chose, il y avait pas tout ce qu'elle faisait pour la santé, il y avait pas l'ECG. Et finalement, on a vu qu'au bout de 3 ou 4 générations, ça a commencé à devenir vraiment un bon produit qui permet de faire plein de choses. Il y a aussi tout l'aspect santé qui a un intérêt au niveau des yeux, au niveau de la tête, au niveau des oreilles, j'en sais rien. Ça peut être lié à ça aussi. Il y aura peut-être des capteurs. Et donc pour moi, c'est complètement cohérent avec tout ce qu'ils disent, avec l'aspect, nous, on va se focaliser sur la santé, avec l'aspect, on va faire d'autres produits autour de l'iPhone qui vont être
voilà, ils cherchent leur après iPhone, et à mon avis, il n'y a que Apple qui peut faire un produit comme ça. Et tu as raison, c'est vrai que Tim Cook a laissé des petits cailloux, comme le petit poussé. Il n'arrête pas d'en laisser en plus. Ouais, d'en laisser. Pour vous aider à y voir plus clair, regardez de nombreux indices. D'autres ont été laissés par Apple qui montrent qu'ils s'intéressent fortement au concept de la réalité augmentée, et pas simplement pour ARKit apparemment. On y reviendra. Juste un petit truc intéressant qu'il a dit sur la réalité augmentée. Il a dit: nous voulons que la technologie soit un amplificateur et pas une barrière. Et aujourd'hui, la réalité augmentée, c'est une barrière parce qu'on doit tenir son iPad ou son iPhone entre soi et ce qu'on regarde. Et pour moi, cette phrase, elle veut dire on prépare quelque chose qui va supprimer la barrière de la réalité augmentée. Tu as raison, Antoine. Apple a laissé plein de petits cailloux façon petit poussé. Regardez, notamment, il y a des brevets qui datent déjà en 2008. On voyait déjà des brevets d'Apple concernant une possibilité de glisser un iPhone dans une paire de lunettes. Regardez ce qu'on brevet en 2012. Un peu plus évolué cette fois, le casque intègre des senseurs de mouvement, mais également une télécommande. Ça rappelle un petit peu l'Oculus ou le HTC Vive. Voilà, même si ça ressemble un petit peu aussi un peu à l'Apple TV. Et on a vu pas mal d'offres d'emploi qui se sont multipliées ces dernières années, Antoine, sur le site d'Apple, dans le domaine de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ils ont débauché des grands noms du domaine, notamment Nick Thompson, qui était en charge à l'époque de la partie audio d'HoloDance, qui selon le Financial Times, quittait Microsoft pour Apple. Ils avaient recruté Doug Bowen, professeur en sciences informatiques et directeur du Centre des interactions machines de Virginia Tech, chercheur spécialisé en interface 3D. Voilà, et le bénéfice de l'immersion dans les environnements virtuels. C'est un beau CV. Et puis, on en parlait tout à l'heure avec Christophe, pas mal d'acquisitions liées de près ou de loin à la VR ou à la R. En 2013, souvenez-vous, il y a eu PrimeSense. PrimeSense, c'est ni plus ni moins la start-up israélienne qui est à l'origine de Kinect sur la Xbox de Microsoft. Montant du chèque à l'époque, 360 millions de dollars. Bon, on a vu que par moment, ces technos, on n'est pas sûr qu'elles soient utilisées pour la réalité virtuelle. C'est le Face ID, il y a un peu de Kinect dedans, mais bon, encore une fois, c'est toujours difficile de savoir comment sont utilisés les technos. En 2015, elle jette son dévolu sur Metaio, une société spécialisée dans la réalité augmentée, ou encore elle a racheté FaceShift, spécialisée dans la motion capture. En 2016, elle a racheté Apple Flyby Media, une start-up qui a précédemment travaillé avec Google sur le projet Tango, c'est les lunettes de Google, Tango, et un dispositif également de géolocalisation et de modélisation 3D en temps réel. Et puis en 2007, elle a racheté Emotion, c'est une société spécialisée dans l'analyse des expressions faciales. Alors est-ce que c'est lié à Face ID? Je ne sais pas. Et enfin, fin novembre 2017, Apple a racheté une start-up qui crée des casques qui mixe AR et VR. Elle s'appelle VR Vana. Ça dit quelque chose, Christophe, cette société? Oui, effectivement, c'est vraiment la convergence des deux mondes. C'est le fait de pouvoir à tout moment fermer ce casque en fait, de façon à ce qu'il puisse passer de la réalité augmentée à la réalité virtuelle. Voilà, et c'est pas fini. En 2017, Apple a racheté Spectral, une société spécialisée dans la réalité augmentée. En août, plus récemment en 2018, Apple a racheté Aconia holographique, spécialisée dans les écrans. Cette fois-ci, les écrans de AR. Et en septembre, bien sûr, est arrivée la rumeur comme quoi Apple aimerait intégrer l'AR dans Plan, le GPS d'Apple. On sait que c'est le choix également qu'a fait Google l'année dernière lors de Google I.O., Didier. Oui. Oui, voilà. Et puis plus récemment, on a vu qui serait en charge de ce projet secret. Un certain Dan Riccio, le vice-président chargé de l'ingénierie matérielle chez Apple, qui supervise le développement des activités liées à la réalité augmentée. Voilà, donc il semblerait bien qu'il prépare quelque chose. La seule matérialisation aujourd'hui qu'on ait, Didier, c'est ARKit. Et c'est vrai qu'on est un peu on est un peu frustré. Mais en fait, quand tu vois ça, c'est vrai que j'avais jamais vu la liste comme ça. Tu as mis bout à bout, tu te dis, ils vont sortir des lunettes. Ouais. C'est clair et net, il y aura des lunettes. Par contre, après, il faut quand même distinguer le produit qu'ils vont sortir. Ils vont peut-être sortir des lunettes, mais ce serait peut-être pas forcément, tu vois, le produit phare et la techno qui est derrière. C'est-à-dire que ARKit, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est utilisé quand même énormément. On l'a dit tout à l'heure, rien que sur Face ID, t'en as un petit peu. Oublie pas aussi qu'ils ont un énorme projet de voiture et que effectivement toute la période où il a teasé autour de la réalité augmentée, c'était aussi la période où il y avait le projet Titan, où ils avaient quand même
apparemment des milliers de personnes qui travaillent là-dessus, tu vois, sur peut-être un pare-brise comme ça en réalité augmentée. Là, déjà, tu imagines beaucoup plus le Les produit. usages. Exactement. Tu étais encore une fois à Genève il y a 15 jours et il y avait plein de modèles, même des modèles de série. On a vu la nouvelle 208 où il y a un affichage en relief 3D aujourd'hui. En fait, quand tu vas sur les salons automobiles ces dernières années, on va dire vraiment ces toutes dernières années, tu te dis qu'Apple est obligé d'y aller. Quand tu vois l'énergie que met Google, ne serait-ce que dans les systèmes embarqués dans l'automobile, tu te dis que voilà, tous ces constructeurs automobiles de la vieille époque, ils ont besoin des gens qui savent faire du logiciel, qui savent faire de l'intégration. Tu te dis que ces voitures ressemblent de plus en plus à des smartphones roulants. Et c'est vrai que moi, j'imaginais beaucoup plus la réalité augmentée dans un projet de voiture que dans des lunettes. Mais voilà, ils peuvent aller partout. Tu vois, à AirKit, quelque part, ils ont la techno. On ne sait pas quel est vraiment l'aboutissement de ça derrière. Christophe, ton sentiment où va aller Apple? Mais peut-être d'abord un petit mot sur AirKit. Qu'est-ce que ça permet de faire? Comment tu l'utilises? Est-ce que tu as été convaincu par AirKit aujourd'hui? Ouais, complètement, oui. AirKit, c'est effectivement la matérialisation de la réalité augmentée vue par Apple pour les développeurs. Ça permet réellement, c'est une boîte à outils dans laquelle les développeurs vont piocher tous les outils nécessaires à créer des expériences mémorables de réalité augmentée. Donc c'est vraiment ça, AirKit, qui a déjà eu plusieurs versions. Maintenant, on en est à la version 2 d'AirKit, et qui permet un tas de choses, qui permet de détecter des surfaces, ce qui s'était peu fait avant ou mal fait avant. Donc maintenant, on peut détecter les murs, on peut détecter les sols, on peut détecter des objets du réel et venir les intégrer à la réalité augmentée, ce que Microsoft appelle parfois réalité mixte. On peut vraiment interagir avec ces objets, et ça c'est juste génial, on peut arriver à se dire, ok, je mets tel objet et tel objet à tel endroit, sauvegarder l'ensemble de la session, y revenir et retrouver notre monde de réalité augmentée tel qu'on l'avait laissé quand on l'avait quitté. Et alors le truc vraiment aussi qui est terrible dans AirKit, c'est la possibilité maintenant de travailler en réseau de la réalité augmentée. Et donc ici en face de moi, je peux avoir un échiquier en 3 dimensions en réalité augmentée, et toi tu vas pouvoir voir exactement le même échiquier mais sous un angle différent, et on va pouvoir jouer à deux. Et c'est un peu l'idée d'Antoine tout à l'heure, à savoir qu'Apple prépare le terrain en disant voilà, on vous donne un environnement de développement, parce que c'est les usages qui vont générer les applications qui vont générer les usages et donner l'envie aux gens d'acheter le produit. On l'a vu avec l'iPhone et les applications en son temps, où les ventes de l'iPhone ont explosé en même temps que les applications sont arrivées. Est-ce que c'est vraiment pour préparer le terrain qu'Apple fait ça aujourd'hui? Oui, d'un point de vue logiciel, c'est sûr. Apple a toujours fait en sorte que les développeurs possèdent les meilleurs outils possibles autour de l'écosystème de Apple. Et on l'a vu avec Swift, qui est un langage de programmation qui est drôlement plus avancé que la plupart des langages de programmation qui existent à l'heure actuelle chez Google ou autres. Et réellement, AirKit suit le chemin qui a été tracé à ce niveau-là. C'est certain. Maintenant, pour rebondir par rapport à notre sujet de tout à l'heure, où on voit toute une gamme de nouveaux iPads qui apparaissent, etc., il ne faut pas oublier que en dehors du fait qu'on peut penser qu'il y a trop d'iPads dans la gamme ou pas, il faut quand même regarder au niveau du processeur qui a été apporté. Le processeur qui a été apporté au niveau de ces tablettes, c'est de la 12. Et la 12, c'est un processeur qui possède, entre autres, toutes les capacités pour pouvoir faire tourner de la réalité augmentée correctement. Donc je me pose une question. Voilà. Ouais. Le minimum, c'est de la 9, mais la 12, c'est vraiment top. D'accord. Ouais. Virgile, tu nous as préparé, je crois, une petite sélection d'applications pour la réalité augmentée, un petit florilège. Tu peux nous résumer ça brièvement ? Alors oui, effectivement. Donc Antoine disait tout à l'heure qu'il y avait une section spéciale sur le site d'Apple concernant la réalité augmentée, mais il y a même aussi une catégorie sur l'App Store qui est mise en avant, donc app en AR. Et donc dedans, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver par exemple iScape 4.0, c'est une app en gros pour visualiser des aménagements qu'on peut faire dans son jardin, donc placer des arbres, mettre un peu des graviers par terre ou des choses du avant que ça genre. pousse. Ensuite on a Monster Park, c'est un peu plus kitsch, c'est un jeu où tu peux promener un T-Rex dans des rues et tu peux le prendre en photo devant des trucs sympas et tout. Bon, faire des selfies avec un T-Rex, c'est original. Ça peut être original, effectivement. Ensuite, on a des choses qui sont un peu plus utiles, comme par exemple Google Translate, qui a un mode appareil photo où on peut traduire en temps réel ce qu'on voit. Ça, c'est assez cool. Ou Google Maps aussi, qui, du coup, on l'a cité tout à l'heure, a été dévoilé lors de la Google I.O. l'année dernière. Et enfin, une petite dernière, c'est Complete Anatomy. C'est un atlas d'anatomie humaine pour exploiter et apprendre un peu ce qu'il y a
ce qu'il y a dans le corps humain et visualiser ça avec des modèles 3D, avec quelques petites, je sais pas comment on va appeler ça, annotations sur le côté, pour apprendre un peu les organes humains. Voilà, donc mais il n'y a pas encore la killer app, Christophe, qui est sortie. Tout le monde a parlé de l'application Ikea à un moment donné, mais c'est vrai que non. On l'attend encore, quoi. Oui, c'est certain. Les usages se développent, la technologie prend en maturité et exactement, c'est le même processus en fait qu'a suivi le même chemin qu'a suivi l'Apple Watch. On a eu l'Apple Watch où tout le monde se demandait, tout le monde se demandait effectivement, ok, pourquoi t'achètes une Apple Watch si c'est juste pour voir tes notifications, comme tu le disais tout à l'heure. Et au fur et à mesure du temps, on s'est dit, sont venus se greffer des applications de qualité. Shazam, par exemple, pour ne citer que cette application, c'est drôlement cool de pouvoir se dire, tiens, la musique est sympa ici, j'ai pas besoin de sortir mon smartphone, je vais pouvoir la retrouver. Vous l'aurez compris, au terme de cette émission, il y a beaucoup de choses qui se préparent chez Apple. Il y a le culte de secret, mais comme vous voyez, quand même, on arrive à avoir des infos en les croisant. On ne sait pas vraiment si, Didier l'a souligné, ou encore Christophe à l'instant, si ça va se matérialiser sous la forme de lunettes. Il y a des enjeux dans l'automobile, il y a des enjeux avec l'iPhone. Si Face ID est si différenciant de la concurrence, c'est certainement par rapport aux études qui ont été faites en matière de reconnaissance faciale. Donc c'est toujours lié plus ou moins à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle. On aura une réponse très vite si Ming Chiu Kuo a raison, puisqu'il annoncera d'ici la fin de l'année les premières mises en production. Pour finir sur le mode Antoine et les citations de Tim Cook, la dernière en date d'octobre 2017, Tim Cook disait quoi ? Il disait qu'il aimait les bénéfices de l'AR, mais il précisait toutefois que la techno n'était pas encore mature. Voilà, c'était il y a quelques mois, voilà, on va voir si entre-temps, on aura peut-être un élément de réponse lundi avec les services qui vont être présentés lors de l'Apple Event. Nous serons en direct. Allez, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite en duplex avec Virgile. Quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors, mon coup de cœur cette semaine, c'est Amazon Prime Now. Donc, avec le partenariat qu'il y a eu avec Monoprix en fin d'année dernière, voit en fin de jour dans tout Paris et en banlieue. Donc, tu es parisien. Proche. Exactement. Mais je crois que c'est disponible à Lyon aussi. Et donc oui, du coup maintenant on peut commander ses courses sur Monoprix via l'application Amazon Prime Now et se faire livrer en 2 heures. C'est plutôt cool et ça rajoute un truc en plus dans l'abonnement Prime de Amazon qui est déjà très complet avec Amazon Prime. C'est vrai qu'ils sont assez complets et on peut même voir des vidéos maintenant. On verra la réponse d'Apple. Je tease pour lundi l'Apple Event. Merci Virgile. De ton côté Christophe, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors mon coup de cœur à moi, il vient de chez Google. Et c'est quelque chose qui s'appelle le Google Edge. Donc c'est du hardware, c'est de la puce, mais ça permet à un développeur professionnel ou à un développeur du dimanche, un hobbyiste, de pouvoir intégrer dans ses applications de l'intelligence artificielle de façon la plus simple du monde, et donc de pouvoir faire de la reconnaissance faciale, de pouvoir créer des réseaux de neurones et pouvoir traiter de l'information de façon 20 fois plus rapide. Sur un petit boîtier comme celui-ci que sur un PC de bureau à l'heure actuelle. Donc tu travailles à des projets concrets grâce à ça aujourd'hui ? Tout à fait, oui, exactement. Ça vient juste d'arriver, donc les projets concrets vont arriver aussi. Mais voilà, c'est certain que ça va révolutionner un peu le monde et peut-être plus tard, qui sait, en fait, peut-être avoir des machines Apple avec, peut-être pas effectivement la technologie de Google, mais avoir une technologie similaire, en fait, qui puisse faciliter tout ça. Sachant que tu me disais, on n'a pas dit en préparant cette émission, que la plupart des développements que tu mènes pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tu les mènes sur des Mac. Tout à fait, exactement. Ils ne sont pas forcément destinés à cet univers-là. Non. Donc il faut savoir en fait que même avant que certains casques de réalité virtuelle ne soient compatibles avec Apple, on travaillait déjà sur Mac. Faute de cartes graphiques puissantes. Oui, paraît-il. J'ai mes doutes là-dessus, mais peu importe. Ouais. Comme tu dirais, passons. Mais non, mais derrière, en fait, clairement, ce qu'on a toujours fait, tu vois, c'est développer sur Mac toute l'expérience, et puis à partir du moment où l'expérience était développée correctement, eh bien on la pousse sur les casques qui ne sont pas compatibles avec du Mac à partir d'un PC qui nous sert finalement juste de passerelle, tu vois. Bien, merci Christophe. De ton côté, Antoine, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Moi j'ai 2 coups de cœur, si c'est possible. Monsieur ? J'ai un coup de cœur logiciel, qui est une app qu'on connaît tous si on utilise des produits Apple, c'est Raccourci, donc c'était Workflow qui avait été racheté par Apple, ils l'ont sorti sous forme de... on l'appelle Raccourci sur iOS 12, je crois que c'est ça. Et en fait, c'est une app qu'il faut apprendre à utiliser quand on n'est pas... Moi, je ne suis pas du tout un profil développeur, donc je ne connaissais rien. Et en fait, ça met un petit peu
ça permet aux gens justement qui savent pas coder, qui n'ont pas du tout un profil développeur, de mettre un peu les mains dans le cambouis et de faire des trucs dont ils sont fiers. Et moi, j'utilise énormément pour piloter un petit peu mon activité sur iPad. Et c'est un des avantages, par exemple, qu'a l'iPad qui n'a pas le Mac, parce que le Mac, il y a Automator, mais moi, j'arrive pas à l'utiliser, Automator. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Et donc, ça permet, moi, par exemple, en appuyant sur un bouton, je mets un podcast en ligne sur toutes les plateformes, avec un titre, une description, une image. Voilà, c'est un process qui me suit. J'ai juste à ajouter... Il faut que tu nous montres ça. J'ai ça juste peut être utile pour nous. Il m'ouvre une fenêtre, j'ajoute le titre. Une demi-journée à mettre en ligne toutes les émissions. Et c'est révolutionnaire, en fait. Quand on apprend à l'utiliser, il y a plein de tutos qu'on peut trouver gratuitement sur Internet. C'est vraiment un truc amusant et on peut être fier de soi alors que... On va parler après la fin de l'émission. Merci. Et alors mon deuxième coup de cœur, ça n'a rien à voir, c'est un coup de cœur pour les gens qui aiment faire des petites vidéos, les petits youtubeurs ou les gens qui font des vidéos amateurs. Et c'est DJI Osmo Pocket, que vous avez peut-être déjà présenté ici, je ne sais pas, probablement. Et en fait, c'est une caméra et je pense que les caméras auraient dû être créées comme ça dès le début. Et je pense qu'il y a une grande absurdité aujourd'hui, c'est qu'on filme quand on est youtubeur avec un appareil photo, ce qui cause plein de problèmes. Ça se coupe au bout de 20 minutes parce qu'il y a des problèmes de taxe ou de batterie ou quoi que ce soit. C'est hyper lourd. Et c'est lourd, c'est pas fait pour ça. Moi, j'aime bien quand c'est fait pour ça. Et là, il y a une poignée, déjà, c'est la base, je pense. Toutes les caméras devraient avoir une poignée. C'est vraiment minuscule et c'est stabilisé. L'image est correcte, c'est une première version, c'est pas encore parfait. L'image est correcte, le son est plutôt bon et il y a un système de prise propriétaire qui permet de slider et d'ajouter des petits connecteurs comme ça et de directement le brancher sur son iPad, sur son iPhone pour avoir un retour vidéo. Un grand viseur. Voilà. Didier, tu vas abandonner ton Canon pour un gimbal comme celui-là ? Mais j'ai trouvé que le son n'était pas génial sur celui-là. Ah, voilà un argument. Le son qui est très important quand même. Ils vont proposer un petit micro-cravate qui va se plugger dessus. Mais l'idée est super, puis surtout tu la mets dans la poche, etc. Bon, tu as un coup de cœur pour nous cette semaine ? Bien sûr, et d'ailleurs qui est en thème avec l'émission, puisque je vais te parler de réalité virtuelle justement, puisque ça coûte quand même très très cher, on l'a vu, ça commence à 200 balles avec l'Oculus et puis ça monte quand même très très haut. Ça coûte pas cher. Mais toi, si tu as envie d'essayer ça, si tu as envie de jouer, tu vois par exemple à des jeux, tu peux t'acheter une PlayStation, mais il y a plein de contraintes, ça coûte quand même assez cher globalement. Heureusement, il est arrivé. Et tu peux aller dans une salle de jeu qui maintenant commence à s'équiper donc avec ses casques. Et j'en ai visité une, alors je vous ai fait une petite vidéo justement, qui s'appelle Destination VR, qui est au nord de Lyon, donc tu vois, c'est pas parisien là pour une fois. Non. Et c'est très très grand. En fait, tu peux y aller soit tout seul, ils ont des petits box comme ça où tu peux mettre des casques, ils ont énormément de jeux que tu peux tester, et tu peux y aller aussi entre potes. Donc il y a des espaces où tu peux boire des bières, tu vois, et puis vous échangez le casque petit à petit. Je suis pas sûr des résultats à la fin, si tu bois des bières. Ça peut être encore plus rigolo, je pense. Bref. Et ils ont des salles aussi où tu peux jouer avec des flingues en coop, etc., ou même faire des escape games. Enfin, c'est vraiment très complet. Ils ont beaucoup de choix et ça coûte quelques dizaines d'euros, on va dire. Donc, ça fait une bonne sortie de boîte, une bonne sortie entre potes. C'est un petit peu le nouveau laser game et ça permet de voir aussi si ça vaut le coup, tu vois, d'acheter ça. Je pense que c'est aussi des bons tests. Avant, on avait les salles de jeu. Et ben, on a migré nos salles de jeu dans le salon. Voilà. Est-ce que ça ira dans le salon? Ça peut être un bon tremplin. Si ça suit le même cheminement que les jeux vidéo, la prochaine étape, effectivement, c'est que les constructeurs nous proposent des solutions qu'on puisse intégrer facilement. Ils donnent l'envie avec des applications qui... Donc, ça s'appelle Destination VR. On vous Destination VR, c'est à Lyon. De mon côté, c'est du hardware. Regardez, je vais la sortir de sa boîte. Si, comme moi, vous avez connu les magnétoscopes, si vous avez connu les salles de montage dans les rédactions, quand j'étais en stage à l'école de journalisme de Marseille et que je me baladais du côté de France 3, on avait des monteurs qui avaient des tables de montage. Et la table de montage est de retour, s'appelle Loop Deck. Elle était à l'origine uniquement destinée aux solutions de retouche photo. Elle est maintenant compatible. Elle permet de piloter intégralement Final Cut Pro 10. Donc, plus besoin presque d'utiliser la souris et le clavier du Mac. Toutes les fonctions essentielles disposent de boutons dédiés. C'est assez pratique. Alors, c'est également, bien sûr, compatible avec Premiere d'Adobe, si vous préférez Premiere. Et ça marche super bien. Je trouvais ça étonnant. Et ça coûte 229 €. Tu vois, tu avances dans la timeline avec simplement la petite molette et tu cliques pour valider. C'est tout bête. Et ça coûte donc 229 €. Et c'est, je crois que c'est finlandais. Donc, c'est européen. Donc, allez-y, il faut l'acheter. Il faut tester ça dans Mac Forever, monsieur. C'est mieux qu'une touch bar, alors. Ça coûte moins cher, surtout. Voilà. C'est la fin de ce 327e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci, messieurs, d'y avoir participé. Ça va, ça s'est bien passé pour un galop d'essai? Très bien. Vous allez revenir, du coup, alors? Si tu nous invites. Bien sûr, la porte est ouverte. Vous connaissez, c'est à l'école 42 à Paris. Il faut juste venir nous voir jusqu'à Paris. Quant à vous, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, dès lundi, pour notre prochaine émission live, dès 17h30 sur refaitlemac.com et sur Mac Forever. Soyez au rendez-vous. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. N'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce et mettre la petite cloche. Vous aurez une notification à chaque fois qu'une vidéo est en ligne, y compris les lives. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.